Et comment faire, comment tenir ce projet sans se confronter avec Heidegger? Ça n'avait pas de sens. Heidegger était l'homme de la question de l'être, il la monopolisait, si je puis dire, avec cette manière particulièrement à la fois profonde et inattaquable qu'ont les Allemands de s'emparer d'un problème, ou d'un pays d'ailleurs. Et qui fait que la philosophie allemande de cette époque a fasciné même tout le monde, il faut bien le dire, en France notamment, un peu avant et surtout après la dernière guerre. Et ceci est l'ultime raison pour laquelle j'étais quand même amené à me confronter avec Heidegger, c'est que mes débuts dans la philosophie ont été sartriens, et Sartre, d'une certaine façon, avait été nourri, lui aussi, par Husserl d'abord, mais par Heidegger aussi. Je suis venu à faire une méditation sur Heidegger et un séminaire sur Heidegger pendant une année, séminaire qui précède de peu, finalement, qui accompagne absolument la construction et la rédaction de l'être et l'événement, qui est mon livre d'anthologie, ma proposition ontologique, et qui évidemment se hausse uniquement par son titre, en tout cas à la hauteur des précédents, avec l'être être étant, Sein und Zeit est le titre de Heidegger, l'être et le néant est le titre de Sartre, et l'être et l'événement est le mien. Donc voilà. Rien que par le titre, je me haussais vraiment à la hauteur des deux autres, et j'espère être parvenu à y rester quelque peu. Les penseurs les plus importants, ceux avec qui Heidegger dialogue, du fin fond, il faut dire, de la forêt bavaroise, et dans un dialogue dont la langue est à la fois un peu hypnotique comme ça, mais extrêmement jargonnante par ailleurs, et ceux avec qui il discute comme ça du haut de ce qu'il appelle la discussion entre la pensée et la poésie, finalement, c'est avec les présocratiques, c'est-à-dire en réalité, à la fin des fins, avec Parménide, primordialement. Et donc, ça donnait à mon entreprise sur l'être une dimension un peu circulaire, c'est-à-dire qu'avec Heidegger, et ayant dépassé la médiation théologique, religieuse, on revenait à la question originaire, qui était la question de l'être, avec les différentes déclinaisons qui sont les siennes. Et l'être comme question, ça consiste à remettre cette donnée de la pensée de l'être à une sorte de suspens interminable, indéfini, où d'une certaine façon, la question n'est pas une question au sens où cette question aurait une réponse. Elle est une question au sens où le questionnement est l'essence de la question de l'être, finalement. C'est-à-dire, où questionner est la nature même de la philosophie. Donc je suis en désaccord sur la définition de la philosophie. C'est-à-dire, je ne pense pas du tout que la philosophie soit, comme on l'enseigne très communément dans les écoles, de l'ordre de la question. Je pense que la philosophie n'a d'intérêt que si elle est de l'ordre de la réponse. Voilà. À propos de Parménide, c'est la question exactement suivante, c'est en quel sens peut-on réellement soutenir que Parménide est, sinon le père, du moins une figure ou un nom propre, fondamental, du commencement de la philosophie. Comment, dans sa manière de présenter la question de l'être, Parménide peut, en effet, on peut valider Parménide comme étant celui qui commence le vaste discours qu'on appellera ensuite philosophie, parce que lui, il n'appelait pas du tout philosophie. D'abord, il écrit un poème, on le connaît sous le nom du poème de Parménide, c'est écrit en vers grec, et en plus, il nous en reste, j'y insiste, que des petits morceaux, eux-mêmes suspects ou réécrits peut-être, enfin en tout cas un texte extrêmement incertain. Alors, quand je prends cette question, c'est dans mon souci propre de faire l'histoire de cette question de l'être, de manière à proposer, moi, ma propre solution, évidemment. On n'est pas là pour simplement passer la main dans le dos des autres. Hein. Il faut quand même aussi en venir à dire le philosophe qui a enfin réglé cette question,
qui est en suspens depuis 2 millénaires et demi, c'est moi. Et c'est bien ce que je fais dès le début de l'être et l'événement, avec une bravoure exceptionnelle, mais qui sera évidemment considérée comme un orgueil inexprimable par mes successeurs innombrables, qui dans 2500 ans referont tout ce cycle de Parménide, où j'occuperai une place, j'espère, honorable, avant que Parménide revienne de nouveau au début, avec un Heidegger bis, encore plus suspect que le précédent, puisque je ne crois pas du tout à la mort de la philosophie, eh bien, le fait qu'elle puisse mourir plusieurs fois n'est pas du tout incompatible avec son éternité. Elle est éternelle, ça peut inclure qu'on meurt plusieurs fois pourvu qu'on ressuscite. Alors, Parménide fonctionne à l'aurore de la pensée grecque, dans une espèce de coprésence entre la thématique philosophique et l'invention mathématique. Et c'est cette coprésence aussi qui fait le caractère extraordinaire du poème de Parménide, qui est en réalité le poème de la rationalité naissante dans la conjonction des mathématiques et de la philosophie. Voilà. Au passage, évidemment, on congédie l'interprétation heideggerienne de Parménide, parce que l'interprétation heideggerienne de Parménide, c'est exactement tout le contraire. C'est que lui, Parménide, a affirmé oralement la co-appartenance de l'être et du non-être, et ce geste fondamental, pré-philosophique d'une certaine manière, a été oublié dès le début par la philosophie, puisque déjà Platon, en réalité, renonce à ce geste qui est resté suspendu et oblitéré, jusqu'à Heidegger. Et encore Heidegger se contente de promettre qu'on va en sortir, mais il se garde bien d'en sortir vraiment. Il vend un peu des promesses. Malgré tout, il faut quand même... Heidegger est en voie d'être maudit, mais avec mon sens du contre-courant, je voudrais quand même dire un mot en sa faveur, en laissant de côté les histoires, sur ce point précis. Comme vous l'avez bien entendu, je suis tout à fait en désaccord avec l'interprétation heideggerienne de Parménide. J'estime que par en dessous, il y a quelque chose qui, en effet, déjà laisse entendre l'exposition de Heidegger à la puissance du récit. Parce que le fascisme, c'est aussi le pliage de la politique sous la forme d'un récit. C'est pas pour rien que Coulabarthe et Nancy ont écrit quelque chose sur le mythe nazi. L'idéologie nazie, c'est entièrement de l'ordre de la fable, du récit, récit légendaire. Or, ce point, c'est-à-dire l'idée que l'essence de la philosophie ne doit pas être cherchée du côté de la rationalité mathématique, mais doit demeurer du côté du récit, est absolument présent chez Heidegger dans l'analyse de l'histoire de la philosophie elle-même, lorsqu'il valorise chez Parménide tous les aspects qui, d'une certaine façon, sont justement les aspects qui n'ont rien à voir ni avec le nouage, ni avec le raisonnement par la nature, ni avec rien de ce genre, mais avec l'espèce de fascination esthético-grandiose que suggèrent les fragments de Parménide. Il dit, par exemple, on est devant eux comme devant ces énigmatiques statues archaïques des Cyclades. Enfin, voilà. Mais dire ça, c'est quand même renvoyer à l'origine de la philosophie, du côté de l'esthétique du récit, et donc je suis en désaccord absolu avec ça. Ceci dit,